Bienvenue à tous. UpMag et le Forum mondial Convergence 2015 s'associent cette année pour organiser ce deuxième numéro d'une série de 3 débats à l'occasion de cette édition 2013. Nous enregistrons depuis l'ancienne bourse au Palais Brongniart à Paris, d'où le décor derrière nous. Nos invités aujourd'hui sont Benoît Miribel et Guillaume Benoît. Bonjour à vous deux, merci d'être avec nous. Alors je vais vous présenter, ça va être aussi l'occasion de nous expliquer quelle structure vous représentez, quel est son positionnement, son rôle, de façon à ce que ce soit très clair. Benoît Miribel, pour commencer, vous êtes président d'honneur d'Action contre la faim. C'est aujourd'hui un réseau international d'organisations qui lutte contre la faim dans le monde. Vous êtes également le directeur de la Fondation Mérieux, spécialisée dans la lutte contre les maladies infectieuses dans les pays en voie de développement. En 2 mots, Action contre la faim, la Fondation Mérieux. Oui, Action contre la faim, c'est bénévole, comme les membres du conseil d'administration sont élus par les adhérents. Effectivement, Action contre la faim est dans une quarantaine de pays pour le traitement de la malnutrition, de façon, je dirais, conjointe entre les aspects eau, assainissement, sécurité alimentaire et santé et malnutrition. Guillaume Benoît, vous êtes ingénieur général des eaux, des ponts, des forêts au Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, rattaché au ministère de l'Agriculture. Vous présidez également le groupe eau et sécurité alimentaire pour le partenariat français pour l'eau. Votre rôle concret, pour qu'on comprenne bien, ça a l'air compliqué tout ça. Eh bien, au niveau du Conseil, notre rôle c'est de conseiller le ministre. Et le partenariat français pour l'eau c'est une plateforme française pour l'eau à l'international, et notre rôle c'est d'animer une réflexion partagée, multi-acteurs entre les ministères, les gens de l'agriculture, les gens des ONG de développement, etc., sur les questions internationales et pour bien positionner la France dans le débat international. La question autour de laquelle on va débattre aujourd'hui est la suivante, et pas des moindres: comment nourrir 9 milliards d'habitants en 2050 ? Nous serons 9 milliards dans 35 ans. Aujourd'hui, 50 millions de personnes meurent chaque année de la faim. C'est assez effroyable. Lors de la sécheresse ou après d'autres catastrophes naturelles, les Nations Unies peuvent agir à la place des États pour lutter contre la sous-nutrition, mais il faut désormais trouver des solutions durables, puisque, je le disais, nous serons 9 milliards sur Terre en 2050. Alors, question, comment nourrir tout le monde et est-ce que c'est possible ? Voilà, on peut commencer comme ça. Benoît Miribel. Effectivement, sur les chiffres que vous donnez, il y a plus de 800 millions de personnes qui souffrent de la faim. Ça ne veut pas dire qu'ils meurent de faim, fort heureusement, mais qui sont effectivement en insécurité alimentaire. Et c'est à peu près 50 millions de personnes qui souffrent de malnutrition sévère, mais qui ne meurent pas de faim. Tous, fort heureusement, encore une fois, c'est quelques millions, et surtout des enfants de moins de 5 ans, qui sont touchés chaque année. Fort heureusement, par rapport aux années 90, on voit beaucoup moins d'adultes mourir de faim. Il en arrive encore dans certaines poches particulières. Donc ça, c'est pour les enjeux. Et effectivement, vous l'avez dit, nous travaillons conjointement, je dirais, parce que personne n'a la solution tout seul face à l'ampleur du challenge de nourrir 9 millions de personnes avec des tensions sur la ressource, comme on le sait, avec les évolutions de l'environnement. Et donc ça, c'est un premier point. Quand vous posez la question comment le faire, je dirais, ce ne sont pas les ONG seuls, ce ne sont pas les gouvernements seuls, ce ne sont pas les entreprises. C'est ensemble qu'on va pouvoir s'attaquer en prenant conscience des enjeux que nous connaissons. Quelle est votre position, Guillaume Benoît ? Je dirais d'abord que le défi, c'est déjà 1 milliard de plus en 2027, dans 14 ans. Et c'est peut-être plus difficile de réussir ça que les 9 milliards en 2050. Parce qu'on a pris beaucoup de retard dans le développement agricole dans beaucoup de pays. Et le progrès, il passe évidemment par le monde agricole, mais il passe aussi par les gouvernements et par l'ensemble des acteurs. Et voilà, il y a un enjeu également important, au-delà c'est la manière de produire. La manière de produire, car il y a quand même beaucoup d'endroits où on a des vrais problèmes d'environnement, dégradation de l'eau, surexploitation de l'eau, désertification, érosion, etc. Et donc l'enjeu, c'est de produire plus et mieux à la fois, et un peu partout. Donc on ne peut pas considérer qu'aujourd'hui, il y aurait un consensus autour d'un ou 2 dispositifs à mettre en œuvre pour assurer cette sécurité alimentaire dans les 35 prochaines années à l'échelle mondiale. Au XXIe siècle, ça, c'est pas aujourd'hui, il n'y a pas d'universalité, j'allais dire, dans les solutions, les approches. Moi, je crois que le défi, il est quand même, c'est compliqué. On a assez de terre et il y a assez d'eau à l'échelle planétaire si on gère bien les ressources, il y a largement assez de quoi nourrir 9 milliards d'habitants en 2050.
Le problème, c'est que l'eau est très mal répartie. Il y a des régions qui sont en déficit de plus en plus important. Et il y a beaucoup de systèmes en danger du fait des dégradations de l'environnement. Donc il y a vraiment des changements importants nécessaires en termes de manière de produire, d'accompagner le développement agricole et de revoir un peu par rapport à ce qu'on a fait depuis 30 ans. Depuis 30 ans, on a quand même pas mal abandonné l'agriculture, notamment en Afrique. On ne s'en tirera pas sans réinvestir, sans refaire des politiques agricoles sérieuses, solides et adaptées aux nouvelles données. Les nouvelles données, c'est aussi, il y aura moins de pétrole, moins d'engrais, donc il va falloir faire plus avec moins, ce qui n'est pas simple. Benoît Miribel. Oui, effectivement, il y a aussi des habitudes alimentaires qui changent. Certains pays, comme la Chine, qui s'ouvrent de plus en plus, modifient aussi leur comportement alimentaire en prenant plus de viande. Plus de viande, c'est donc des bêtes qui doivent grandir, donc du fourrage, de l'eau aussi. Tout ça crée des tensions sur les ressources. C'est vrai que, comme on vient d'évoquer, c'est l'Afrique qui est un grand réservoir de terres agricoles. C'est d'ailleurs pourquoi il y a ce que l'on appelle l'accaparement des terres, c'est-à-dire ces opérations financières qui se font sur les terres africaines de gouvernement à gouvernement, puisque un aspect qui est très important en Afrique, c'est aussi la propriété de la terre, qui souvent appartient à l'État ou appartient parfois à des personnes qui sont à l'autre bout du monde parce qu'elles ont quitté l'Afrique et donc elles sont propriétaires. Donc il y a cet aspect-là aussi de voir la propriété de la terre. Et c'est vrai que, comme on l'évoque, il y a assez d'eau et il y a assez de terre. Là, cependant, il faut que cette terre dont nous disposons soit plus cultivable. Donc ça, il va falloir augmenter les productions. De quelle façon ça peut se faire? En respectant le plus possible l'agroécologie locale. Ça, c'est ce qui est souhaité pour ne pas détériorer l'environnement. Effectivement, il faut aussi gérer cet accaparement des terres en le régulant, parce que certains pays, par exemple la Corée du Sud, n'ont pas de terre, donc dépendent d'une importation alimentaire. Donc tout le monde n'est pas... Si la terre a suffisamment d'eau et de surface potentiellement cultivable, tout ça n'est pas réparti d'une façon, je dirais, harmonieuse et nécessite donc une concertation entre les grandes puissances. Il y a eu un peu l'ébauche de ces aspects-là, puisque la sécurité alimentaire était à l'ordre du jour du G8 de 2009 suite aux émeutes de la fin de 2008, puis de 2012 quand c'était en France. Mais à chaque fois, on a quand même des déclarations, des grandes déclarations d'intention, 22 milliards pour la sécurité alimentaire. Alors c'est très large la sécurité alimentaire, hein. Ça peut être de l'économie, ça peut être du stockage, ça peut être des routes, ça peut être de l'agriculture, donc c'est très large. Et quelque part, je dirais, il y a une urgence à se concerter au niveau international, parce que l'enjeu, il est que dans un contexte de raréfaction de la ressource, avec plus de population, eh ben, on a encore plus de difficultés, je dirais, à pouvoir nourrir tout le monde. Guillaume, Benoît, quel est le lien entre l'eau et la sécurité alimentaire? Et le lien, il est fondamental, c'est qu'il n'y a pas d'agriculture sans eau. Voilà, donc ça, c'est l'eau, c'est la vie, il n'y a pas d'agriculture sans eau. Hein. Et quand vous consommez 3 litres d'eau par jour pour un habitant, vous en consommez en alimentation 3000 litres, 1000 fois plus. Et le problème de l'eau, c'est qu'il y en a beaucoup sur la planète. En France, on a par exemple une ressource très importante. L'irrigation ne consomme que 3 milliards de mètres cubes sur 200 milliards disponibles. Mais l'eau est mal répartie. Il y a des pays aujourd'hui qui sont en déficit structurel et croissant. L'Égypte était équilibrée dans sa balance alimentaire il y a 50 ans. Aujourd'hui, elle importe 10 millions de tonnes de blé. Voilà. Et la population continue à augmenter. Il y a le changement climatique qui risque de baisser les ressources. Donc on est devant des vrais problèmes de répartition. Voilà. L'autre aspect, c'est la question du revenu. C'est-à-dire que la question n'est pas seulement de produire suffisamment, ça on sait faire. Mais le vrai problème, c'est quand même l'accès à l'alimentation. C'est-à-dire les 870 millions de personnes qui souffrent de la faim, c'est d'abord des ruraux, c'est 3/4 de ruraux, de paysans. Et leur problème, c'est avoir assez de revenus, de production pour eux. C'est le nom des questions d'accès à l'alimentation. Une question qui peut paraître naïve, mais on voit, on entend, on le constate à l'échelle individuelle également, que nous ne manquons de rien dans les pays dits développés, voire même nous en avons de trop, puisqu'il y a gaspillage. Ce sont des sujets dont on parle souvent, on produit plus que ce que nous consommons. Comment est possible ce décalage entre cette surconsommation d'un côté et cette raréfaction de la nourriture de l'autre? Est-ce que ça ne pourrait pas être rééquilibré? En d'autres termes, est-ce que la technologie, est-ce que l'industrie n'aurait pas les moyens aujourd'hui, clairement, techniques, de faire manger tout le monde
Et je pense aussi aux organismes génétiquement modifiés, ça fait partie des débats. Qu'en est-il? Le Forum de Marseille sur l'eau, nous avons travaillé au Forum de Marseille sur l'eau qui se tenait l'an dernier. On a montré qu'il y a énormément de solutions possibles pour économiser les terres, économiser l'eau, économiser l'alimentation. Et pour mieux gérer les ressources, l'eau, les terres, etc., les sols, pour produire plus et mieux. Il y a plein de solutions. Simplement, elles restent quand même souvent très locales. Et l'enjeu, c'est est-ce qu'on est capable de faire des politiques qui font que les solutions s'accélèrent, se mettent en œuvre. Ça, c'est le problème. Ça interroge le rôle des États et la relation entre les États et la société. Benoît Miribel. Oui, vous parlez des aspects recherche finalement, et la recherche a permis dans fin des années 90 de mettre au point des nutriments, des produits nutritionnels spécifiques pour notamment les malnutris, les sous-nutris, puisque le mot malnutrition englobe les deux aspects, obésité et donc sous-nutrition. Donc aujourd'hui, ces produits-là sont développés dans différents pays pour traiter la malnutrition. Je pense qu'il y a, bien sûr, il y a le lien qui a été évoqué à l'instant de l'eau avec l'eau, c'est source pour l'agriculture, bien sûr, mais c'est aussi l'eau, c'est la vie dans le sens où si vous avez une nutrition et avec de l'eau qui n'est pas saine, vous développez des maladies, des diarrhées notamment, qui tuent beaucoup de monde. Donc on voit que l'eau est au carrefour de l'aspect alimentaire et nutrition, et c'est vrai de plus en plus on parle du besoin d'intégrer la notion de sécurité nutritionnelle, qui veut dire une diversité alimentaire en termes de micronutriments, et qui veut dire que l'agriculture doit être liée aussi quelque part avec le ministère de la Santé sur ces aspects-là de nutrition. Alors ça, c'est encore des choses qui sont parfois complexes, et vous évoquez tout le potentiel dont on sait qui est gâché, soit ce qui est jeté, soit ce qui, dans les pays en développement, est cultivé, mais ensuite est mal stocké ou qui est mal transporté, et qui amène 30 aussi également de pourcentage de perte. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours quand même une question de production, c'est bien une question d'accès de répartition, puisque à un moment donné, mais oui, c'est très bien de ne pas gaspiller, etc. Mais c'est pas pour ça que d'autres auront à manger. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des questions de pauvreté. Et à un moment donné, vous avez des populations, comme il y a été le cas au Niger, qui sont face à des étals remplis d'aliments, mais qui n'ont pas la capacité à l'acheter. Alors, si le gouvernement fait des distributions alimentaires gratuites, ces gens-là peuvent en avoir, mais certains vont les récupérer, vont les revendre. Donc tout doit être, je dirais, l'objet de mécanismes pensés, parce que tout est en interaction. Si nous, Action contre la faim, et on est très, très méfiant aujourd'hui à annoncer 6 mois à l'avance, quand on voit les images satellites dans les pays du Sahel qui s'annoncent difficiles en termes de récolte, si on annonce ça 6 mois à l'avance, vous avez les spéculateurs qui achètent. Ils se disent, ah bon, on achète, il faut monter les prix. Et ça, les gouvernements ne le contrôlent pas, les ONG ne le contrôlent pas. Les gouvernements du pays du Sahel, par exemple, ont des clauses de solidarité quand un pays est en difficulté. Donc ils doivent se prêter des aliments, etc., être solidaires. Mais il y a une petite clause qui dit que si eux-mêmes sont confrontés, ça ne marche pas. Donc on a besoin de travailler ces modèles, je dirais, dans cet esprit-là. Alors les choses avancent. Hein. Moi, je sais pas, mais j'ai l'habitude quand même de dire que les choses progressent. On avait, il y a 10-15 ans encore, peut-être un peu moins que ça, une aide alimentaire au niveau mondial, souvent poussée par les États-Unis quand ils avaient des surplus agricoles, qui était un désastre pour des économies africaines. Donc on s'est battu contre ça. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus limitée, beaucoup plus ciblée. On est vraiment dans ces politiques de soutenir ce qu'on appelle les... Alors, j'aime pas trop le terme des petits exploitants, parce que c'est des exploitants moyens en fait qu'il faut soutenir. Parce que dans le monde, vous avez des très très grosses exploitations agricoles ou des petites. Et il faut des intermédiaires au niveau des régions dans le respect de l'agroécologie. En quelques secondes, Guillaume Benoît, pour vous aussi, les choses avancent? Vous êtes plutôt optimiste? Vous voyez des signaux? Eh bien, je dirais que d'un côté, quand on regarde les grands indicateurs, on peut être pessimiste du fait de la dégradation de beaucoup d'écosystèmes dans le monde et de la croissance très importante des besoins. De l'autre côté, on peut être très optimiste parce qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup de solutions qui émergent partout. Et l'innovation, elle n'est pas que chez nous, elle est beaucoup dans les pays en développement. Et donc, il y a matière aussi à être optimiste. La question, c'est comment on accélère ces solutions de bonne gestion. Là, il faut une prise de conscience des citoyens qui nous écoutent, parce que c'est par les votes que l'on fait localement, que l'on fait bouger le modèle que l'on veut au niveau agriculture. Je dirais, ce qui se fait chez nous concerne aussi ce qui va se faire ailleurs, puisque
c'est interconnecté. Tous les experts sont d'accord sur les enjeux 2050. Les solutions, on n'est pas tous d'accord, effectivement, parce qu'il y a ceux qui disent, non, les premiers servis, c'est l'économie avant tout. Ou est-ce que c'est un système alimentaire mondial qui doit être bâti au profit de l'individuel et du collectif ou au profit d'autre chose? La question reste posée. Et qui va le décider? C'est là où on a tous une responsabilité. Si je peux ajouter un mot, c'est que je pense que ce qui est fondamental, c'est que les urbains comprennent qu'ils dépendent de la campagne. On ne peut pas continuer à gaspiller comme ça les terres, comme on fait par exemple en France. Il y a un vrai enjeu de soutenir le monde rural, beaucoup plus qu'on l'a fait dans les pays environnants. Oui, moi j'habite dans le Rhône, et voilà, un de mes voisins a été un des premiers à 30 ans à se mettre dans l'agriculture biologique. Je vais faire mon marché le samedi, la viande, tout ce qui est produit est moins cher que si j'achète dans les supermarchés. C'est moins cher et c'est 10 fois mieux de qualité. Donc le modèle fonctionne quand on consomme localement. Tout ça est porté par différents modèles, en respectant les saisons, en respectant les capacités. Alors, bien sûr, il y a des échanges aussi nécessaires, mais c'est pour dire que tout ça n'est pas cloisonné, qu'on n'est pas là en train de dire ce qu'il faut que les autres doivent faire. Ça nous concerne aussi, cet aspect de la gestion de la ressource alimentaire. Mais les échanges, comme il y a un manque d'eau et de terre dans certains pays qui sont très peuplés, de plus en plus peuplés, les échanges vont forcément beaucoup augmenter. Donc on doit aussi garder en France notre capacité d'exportation. Le fait qu'on exporte l'équivalent de 5 à 7 millions d'hectares de terres agricoles est très important pour maintenir la stabilité. Merci en tout cas à vous deux pour la qualité de cet échange. Je vous le rappelle, partenariat UpMag, Forum mondial Convergence 2015. Nous sommes en septembre 2013. Merci à vous. Prochain débat à suivre sur les différentes plateformes. À bientôt.